Je suis Céline Garçon. On a échangé des copies par mail, je crois, pour beaucoup. Vous avez accès tous à l'intégralité des cours en vidéo. Donc la méthodologie de la dissertation, vous l'avez, ce sont les premières heures que vous avez disponibles en vidéo. Vous avez ensuite de multiples sujets de dissertation qui sont corrigés dans les cours que vous pouvez visionner depuis chez vous. Et puis, il y a tous ces sujets sur lesquels on vous demande de travailler. L'objet de ces 9 heures de cours que nous allons suivre ensemble, c'est de recadrer les grandes notions de droit pénal, pour tout simplement être certain que tout ce qui est essentiel est bien compris. Ça va vous servir à plusieurs choses, ce recadrage des grandes notions. Ça va vous servir d'une part à bien comprendre et à bien cerner les grandes notions, les grands mécanismes de droit pénal. Ça va vous servir à avoir un petit atelier de définition, que vous pourrez, le cas échéant, réexploiter. Ça vous permettra notamment de ne pas être surpris si toutefois vous étiez interrogé sur un sujet qui s'intitulait la culpabilité, l'imputabilité. Voilà, ce sont des sujets qui, en eux-mêmes, sont des sujets extrêmement simples, sauf que le plus souvent, on se rend compte que les candidats, que ce soit au premier concours ou au concours complémentaire, que les candidats ne savent pas, finalement, de quoi il est question. Alors que ce ne sont pas des sujets pièges. Un sujet sur la culpabilité, c'est un sujet qui est, somme toute, un grand classique, sauf quand on ne sait pas ce que c'est. Voilà, donc ces quelques heures vont avoir cet objet-là. On va également dégager sur chacune de ces grandes notions les mouvements qui les traversent, les points de résistance à ces mouvements, ce qui vous permettra de construire vos problématiques de dissertation, et on dégagera également pour chaque grande notion ses enjeux. Donc tout ce qu'on va voir là, pendant ces 9 heures ensemble, c'est véritablement ce que vous devez connaître sur le bout des doigts. Vous devez vous en servir pour construire vos introductions, vous devez vous en servir pour comprendre vos sujets, vous devez vous en servir pour concevoir vos plans, etc., etc. Bien, je vous propose donc qu'on commence immédiatement avec la définition de ce qu'est le droit pénal. Le droit pénal, c'est cette branche du droit qui a pour objet la mise en jeu de l'action publique. L'action publique a pour but de punir l'auteur d'un trouble à l'ordre social par l'application d'une peine ou d'une mesure de sûreté. C'est une action d'intérêt général. Qui appartient à la société et à elle seule. La société la fait exercer par des représentants qualifiés, les magistrats du ministère public. L'action publique est donc l'action intentée par le ministère public pour que l'auteur d'un trouble à l'ordre social soit pénalement réprimé. Elle poursuit, cette action publique, une finalité punitive. Le but en droit pénal, c'est de punir. C'est pas de réparer, ce n'est pas de prévenir, c'est d'infliger une punition.
quand vous regardez bien cette définition, qui est finalement la définition du droit pénal, il y a 3 éléments qui sont importants. Le premier élément important, c'est action d'intérêt général. Le deuxième élément important qui appartient à la société. Le troisième élément important, finalité punitive. Ce sont là les 3 caractéristiques essentielles du droit pénal. Pour bien la comprendre, cette action publique, et pour bien comprendre le sens du droit pénal, il faut l'opposer à l'action civile, qui est l'action qu'on met traditionnellement en jeu par le biais du droit civil ou alors par le biais de la procédure pénale devant le tribunal répressif, mais pour obtenir la réparation d'un préjudice. À la différence de l'action publique, l'action civile est une action d'intérêt privé qui appartient à la victime. Quand une infraction a causé, en plus d'un trouble à l'ordre social, un préjudice corporel, matériel ou moral, la personne qui l'a éprouvé a le droit d'en obtenir réparation en exerçant une action en dommage-intérêt, soit devant un tribunal civil, soit devant le tribunal répressif, qui est par ailleurs appelé à statuer sur l'action publique. Cette action civile, par opposition à l'action publique qu'on vient de définir avant, regardez bien, tous les opposent de prime abord. C'est une action d'intérêt privé, et non pas d'intérêt général comme l'action publique, c'est qui appartient à la victime, donc à une personne privée, et non pas à la société tout entière, et sa finalité est réparatrice, à la différence de l'action publique, dont la finalité est punitive. Donc, vous voyez, tout oppose dans la conception classique de notre système juridique, action publique et action civile. Tout oppose action publique et action civile. Et ça a une conséquence très importante pour vous de manière concrète et pragmatique pour tous les sujets qui tourneraient autour de la victime en droit pénal, la privatisation du droit pénal. Vous en avez traité un approchant le consentement en droit pénal. Vous voyez, autant de sujets sur lesquels il faut quand même, pour les traiter convenablement, partir du constat déduit de la confrontation de ces 2 définitions qu'on vient de livrer, constat selon lequel le droit pénal, classiquement, ne se préoccupe pas des intérêts privés. Le droit pénal, classiquement, ne poursuit pas un objectif réparateur. Le droit pénal ne s'intéresse pas, ou alors de façon très marginale, à la victime. Et il en est ainsi depuis qu'a été consacrée la justice publique
Quand on consacre la justice publique, on abandonne le système ancien de la justice privée pour confier à l'État et à l'État seul le monopole du droit de punir. Voilà le sens de notre droit pénal suivant les conceptions classiques. Toutefois, qu'est-ce que l'on constate aujourd'hui en droit pénal contemporain? Eh bien, on constate que la victime devient un acteur important du procès pénal. À titre d'illustration, vous pouvez évoquer ces hypothèses de plus en plus nombreuses dans lesquelles le législateur ou le juge érige le consentement de la victime en un fait justificatif de l'infraction. Toutefois, on constate, toujours, deuxième constat, on constate que de plus en plus, le droit pénal se voit octroyer la mission de réparer le préjudice subi par la victime. Vous pouvez citer, à titre d'illustration, la loi du 5 mars 2007 qui a introduit dans notre droit pénal la sanction réparation. Sanction réparation, voilà une peine alternative en matière correctionnelle dont l'objet est d'imposer aux délinquants de réparer le préjudice causé à la victime. Enfin, dans des hypothèses de plus en plus nombreuses, l'intérêt privé de telle ou telle autre victime devient déterminant de l'intervention du droit pénal. Vous pouvez citer la loi du 25 février 2008 qui, dans le seul but de permettre aux victimes de faire leur deuil, institue une procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Voilà quelles sont les évolutions contemporaines. Alors ces évolutions contemporaines, elles soulèvent immanquablement, invariablement, des interrogations
qui figurent parmi les grandes interrogations qu'on se pose aujourd'hui en droit pénal. Assiste-t-on à une privatisation du procès pénal contemporain ? Est-ce que la finalité du droit pénal demeure punitive ? L'intérêt privé de la victime serait-il en voie de se substituer à l'intérêt général classiquement défendu par le droit répressif? Vous voyez, ce sont là des questionnements qui doivent surgir à chaque fois que vous avez un sujet de dissertation qui tourne autour de ce personnage qu'est la victime, qui tourne autour de la punition, qui tourne autour de la réparation, qui tourne autour de l'intérêt privé, qui tourne autour de l'intérêt général, etc., etc. Votre introduction, elle est là. Votre introduction, elle est là. On commence dans un premier temps de problématique par constater que, de prime abord, la victime n'a pas véritablement sa place en droit pénal, puisque le paradigme du procès pénal, c'est la société contre l'auteur de l'infraction, et la victime n'a pas son mot à dire, ce qui ne signifie pas qu'elle soit oubliée du système juridique, parce qu'elle dispose de ce moyen qu'est l'action civile pour faire valoir ses droits. Néanmoins, le droit pénal ne se confond pas avec le droit civil, et ceci depuis qu'on a consacré le système de la justice publique. Et pourtant, deuxième temps de la problématique, eh bien, on voit bien que la victime devient un personnage de plus en plus important, que son intérêt devient déterminant de l'issue du procès pénal, etc., etc., de telle sorte que s'interroger aujourd'hui sur le rôle occupé par la victime en droit pénal impose, in fine, de poser la question de la privatisation du droit pénal contemporain. Ça va ? Hein ? Donc, vous voyez déjà de ces définitions, vous pouvez déduire votre travail introductif, au moins, hein, sur tous les sujets qui sont un petit peu dans l'air du temps, victime, punition, réparation, etc., etc. Des questions sur tout ça ? Non ? Alors, là, quand on voit ces problématiques-là, moi, ce que j'ai du mal, c'est comment on rattache ensuite à un plan, parce que on arrive à aussi convient-il de se poser la question. Ça, vous l'avez en principe dans les vidéos de méthodologie. Hein. La problématique, c'est pas forcément le plan. Hein. La problématique, c'est je soulève le problème posé par le sujet, et le plan, c'est je réponds à ce problème. Alors le plan peut recouper la problématique, mais pas nécessairement, et même rarement. Hein? Et vous l'avez tout ça, hein, déjà. Bien, alors en droit pénal, on raisonne toujours en deux temps. On raisonne toujours en deux temps. D'abord, dans un premier temps, on s'interroge sur la responsabilité pénale. Et dans un deuxième temps, et dans un second temps, on se questionne sur l'irresponsabilité pénale. Alors, le respect de ces deux temps de réflexion est très important. C'est très important, pourquoi ? Pour une raison propre au droit pénal, qui est celle selon laquelle le droit pénal est régi par un grand principe qui est le principe de la présomption d'innocence. Et ce principe de la présomption d'innocence, il signifie qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la culpabilité. Une fois que cette
preuve de culpabilité est rapportée, la personne poursuivie peut la combattre en rapportant elle-même la preuve de cause d'irresponsabilité. Mais il est très important dans un raisonnement quelconque de ne jamais mêler ces deux temps, parce que si vous inversez les choses, vous violez tout simplement le principe de la présomption d'innocence. Et ça, par exemple, dans une dissertation, vous voyez quelqu'un qui mêlerait allègrement fait justificatif et élément matériel de l'infraction, par exemple, c'est un contresens qui fera que, de toute façon, il dira au correcteur, cette personne n'a pas compris les mécanismes du droit pénal. Et quelle que soit votre copie par ailleurs, une erreur telle que celle-ci dans une construction, au détour d'une phrase, etc., ça fera que, nécessairement, la note ne dépassera jamais le 7. Et c'est normal, on peut pas permettre à des gens qui n'ont pas compris les mécanismes élémentaires de la matière de devenir magistrats. Sinon on court à la catastrophe. Donc il faut être très très vigilant là-dessus à ne pas révéler jamais une incompréhension de ces mécanismes généraux. On va détailler chacun de ces deux temps à présent, et on va vraiment suivre le raisonnement du juge en droit pénal et décomposer ainsi l'infraction et voir sur chacune de ses composantes quels sont les aspects saillants, quels sont les mouvements, quels sont les enjeux, etc. Grand 1, la responsabilité pénale. Grand 1, la responsabilité pénale. Pour être engagé, la responsabilité pénale nécessite que soit rapportée la preuve de la commission d'une infraction. L'infraction, quand on parle d'infraction, ça désigne deux choses à la fois. Ça désigne d'une part l'incrimination pénale et d'autre part la répression pénale. Dans un grand A, on va s'intéresser à l'incrimination pénale. Alors, s'agissant de l'incrimination pénale, toute infraction nécessite, pour être constituée, que trois éléments se trouvent cumulativement réunis. Toute infraction nécessite, pour être constituée, que trois éléments se trouvent cumulativement réunis. Ces trois éléments, vous les connaissez, ce sont un élément légal, un élément matériel et un élément moral. On va les examiner successivement. Petit 1, l'élément légal. Dans son acception technique, la notion d'élément légal désigne le texte qui incrimine un comportement déterminé et qui assortit la violation de l'interdiction qu'il pose, de la menace d'une sanction pénale. Ce texte est nécessairement d'origine législative pour les crimes et délits.
Il est d'origine réglementaire pour les contraventions. Sous un angle plus théorique, qui sera celui qui nous intéressera dans la perspective de la dissertation, sous un angle plus théorique, l'élément légal, c'est la traduction directe du principe de la légalité criminelle. L'élément légal, c'est la traduction directe du principe de la légalité criminelle. Alors là, vous voyez arriver la possibilité de plein de sujets. La légalité criminelle, la loi en droit pénal, le pouvoir exécutif en droit pénal, la jurisprudence en droit pénal, le juge et la loi, toutes les sources de droit pénal sont-elles écrites, etc., etc. Donc là, il est important, là aussi on a beaucoup de mouvements ces dernières années sur la signification de la légalité criminelle, et ça, il faut bien le maîtriser. La légalité criminelle, ça renvoie à deux choses. Et à chaque fois qu'on parle de légalité criminelle, il faut bien avoir en tête les deux aspects de ce grand principe qu'est le principe de la légalité. La légalité criminelle, c'est d'abord, première chose, la légalité qu'on appelle la légalité formelle. La légalité formelle signifie que les valeurs essentielles protégées par le droit pénal, les valeurs essentielles protégées par le droit pénal ne peuvent être déterminées que par les représentants du corps social. Parce que seuls les élus au Parlement, parce qu'ils représentent le peuple, disposent de la légitimité nécessaire pour déterminer quelles valeurs sociales sont dignes de protection pénale. Donc la légalité formelle, qu'est-ce qu'elle nous dit? La légalité formelle, elle nous dit que la loi, au sens propre, au sens formel du terme, est la source exclusive, c'est-à-dire à l'exclusion de toute autre source du droit pénal. Alors on va voir que ce principe aujourd'hui, il en reste peu de choses dans notre droit. À côté de la légalité formelle, deuxième visage, deuxième aspect de la légalité criminelle, on a la légalité matérielle. La légalité matérielle, c'est l'impératif de sécurité juridique. C'est l'impératif de sécurité juridique. La légalité criminelle, vous la trouvez traduite par l'adage que vous connaissez tous, nullum crimen, nulla poena sine lege. Pas de crime, pas de peine sans texte. Cette légalité matérielle, elle implique que soit satisfaite une quadruple exigence.
elle implique que soit satisfaite une quadruple exigence. Clarté de la norme pénale, précision de la norme pénale, prévisibilité et accessibilité. Voyez, comprenez bien que la légalité matérielle, c'est celle qui nous dit que on se fiche de l'origine de la norme pénale. Peu importe que la norme pénale soit établie par le juge, peu importe qu'elle soit établie par la loi, peu importe qu'elle soit établie par le pouvoir exécutif, pourvu qu'elle soit claire, précise, accessible et prévisible. Donc la légalité matérielle, elle a la différence de la légalité formelle, elle pose un impératif relatif non pas à l'origine, mais relatif à la qualité de la norme pénale. Elle pose un impératif relatif à la qualité de la norme pénale. Ce qui compte, c'est que la norme pénale soit de qualité, peu importe qui l'a faite. Et ça, c'est très important de bien le comprendre, ce sont les deux pendants de notre principe de légalité criminelle. Sauf que ces deux pendants, ils ont l'un et l'autre évolué. Et surtout depuis 4 ou 5 ans, depuis qu'on a consacré la mécanique de la question prioritaire de constitutionnalité, depuis que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en vient à primer sur la loi, tout ça, c'est une légalité criminelle qui se transfigure aujourd'hui, d'où la potentialité d'une multitude de sujets portant sur cette thématique, et une forte probabilité aussi, compte tenu de l'actualité. Donc, on va voir quels sont les grands mouvements qui ont affecté l'un et l'autre de ces visages de la légalité. Deux mouvements. Premier mouvement, c'est un mouvement de déclin de la légalité formelle. Déclin de la légalité formelle. Il faut bien comprendre que à l'origine du droit pénal moderne, à la Révolution française, quand on pense pour la première fois la légalité est d'abord et avant tout une légalité de type formel. Quand on édicte ce principe à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, on pense d'abord et avant tout la légalité sous un angle formel. Pourquoi? Que s'agit-il de faire à l'époque? À l'époque, avec la légalité formelle, le but avec l'article 8 de la DDHC, c'est de mettre un terme à l'arbitraire de l'ancien droit. La priorité, c'est qu'on ne veut plus être puni, poursuivi, incriminé pour tout et n'importe quoi qui aurait été décidé de manière totalement arbitraire, soit par le roi, soit par le juge. D'accord? Donc, l'idée, quand on institue la légalité criminelle dans la période révolutionnaire, l'idée, c'est véritablement de priver le juge, d'une part, et le pouvoir exécutif, d'autre part. On veut priver le juge, d'une part, et le pouvoir exécutif, d'autre part, de toute initiative en matière pénale. Seul le législateur, parce qu'il est la voix du peuple, seul le législateur, parce qu'il est la voix du peuple, peut légitimement venir régir pénalement les comportements des individus.
Hein, ça, c'est le sens premier de la légalité. D'où effectivement Montesquieu qui vous dit que le juge ne doit être que la bouche qui prononce les paroles de la loi. D'où Portalis qui écrit « En ce royaume, en matière criminelle, il faut des lois précises et point de jurisprudence. » Sauf que cette conception n'a pas résisté aux évolutions sociales et politiques. Et on a porté successivement de très importants accros à la légalité formelle. Le premier accroc significatif porté à la légalité formelle, c'est la Constitution du 4 octobre 1958 qui donne compétence au pouvoir exécutif, pour déterminer les contraventions. Alors certes, les contraventions, ce sont les infractions pénales les moins graves, mais ce sont aussi les plus courantes. Hein, plus de 98% du contentieux pénal est de nature contraventionnelle. C'est le droit pénal qui intéresse le plus le citoyen. Hein, on est assez peu nombreux à commettre des crimes, à commettre des délits. En revanche, on est tous concernés par la matière contraventionnelle. Vous voyez ? Eh bien, en 1958, on vient dire tout simplement que ce droit pénal quotidien des uns et des autres ne relève plus de la compétence du législateur, mais relève de la compétence du pouvoir exécutif. Autre marque significative de déclin de la légalité formelle, le déclin de la légalité formelle, on l'observe à travers l'essor du rôle tenu par le juge en droit pénal. Le déclin de la légalité formelle, on l'observe également à travers l'essor du rôle tenu par le juge en droit pénal. Et notamment, pas uniquement, mais notamment par le juge européen. Et là, vous avez 4 arrêts fondamentaux sur cet aspect-là. Assemblée plénière, 15 avril 2011. 4 arrêts rendus par l'Assemblée plénière le 15 avril 2011. Ce sont les fameux 4 arrêts d'Assemblée plénière, vous savez, qui se sont intéressés à la thématique de la garde à vue pour imposer la présence de l'avocat aux auditions et confrontations, pour imposer l'accès par l'avocat à une partie des pièces du dossier de la procédure et pour imposer également la notification à la personne de son droit au silence. Que nous disent du point de vue de la légalité, ce qu'ils disent ces arrêts sur le terrain de la garde à vue, on s'en fiche un peu, c'est surtout en termes de hiérarchie des normes que c'est très important. Que viennent nous dire ces 4 arrêts rendus le même jour par, je vous le rappelle, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation? Ils viennent nous dire la chose suivante, ouvrez les guillemets, cet attendu-là, il faut le connaître, il est très important. Ils viennent nous dire, attendu que les États adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter
les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sans attendre d'être attaqué devant elle, ni d'avoir modifié leur législation. Ces arrêts, ils viennent donc nous dire, regardez, sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sans attendre d'être attaqués devant elle, ni d'avoir modifié leur législation. Ça veut donc dire que l'Assemblée plénière vient nous dire là que les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, pas les dispositions du traité, les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, donc la jurisprudence, même pas nationale qui plus est, les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme s'imposent en droit français sans qu'il soit besoin d'une intervention législative. On reconnaît un pouvoir normatif en droit pénal à la jurisprudence. Et on va encore plus loin que ça, car après avoir énoncé ce principe, l'Assemblée plénière en tire les conséquences. L'Assemblée plénière énonce par voie de conséquence que doivent se trouver frappés de nullité les mesures de garde à vue conduites conformément aux prévisions légales alors en vigueur, conduites conformément aux prévisions légales alors en vigueur, mais en violation des exigences formulées par la Cour européenne des droits de l'homme, mais en violation des exigences formulées par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, non seulement effet direct de la jurisprudence de la CEDH, mais effet direct à valeur supralégislative. Parce que sur le terrain des décisions de ces juges-là, on peut écarter purement et simplement l'application d'une loi. Donc inutile de dire que là, on n'est plus du tout au temps où le juge n'était que la bouche de la loi. Hein? On peut même dire que le juge piétine allègrement la loi ici. Alors qu'est-ce qu'on peut en penser de cette évolution? En termes de hiérarchie des normes, c'est un désastre. C'est un désastre. Il ne faut pas penser qu'on gagne en démocratie parce qu'on fait ainsi valoir les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est qui la Cour européenne des droits de l'homme? Ce sont des gens élus? Non. Ce sont des gens nommés, cooptés, suivant des procédures plus ou moins claires et plus ou moins transparentes en fonction de leur état d'origine. Qui ont pour point commun d'appartenir au Conseil de l'Europe, d'être ressortissants d'État appartenant au Conseil de l'Europe. On est loin et les décisions de ces gens-là vont prime sur l'expression de la volonté générale par la loi.
puisqu'on vient nous dire que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme prime sur la loi, et que, en cas de confrontation, eh bien, on fait primer la jurisprudence de la CEDH sur ce que dit le législateur. Alors, ne vous trompez pas, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas la même chose que la Convention européenne des droits de l'homme. Hein, vous regardez le texte de la Convention, c'est un texte extrêmement vague qui pose de grands principes, d'accord? Et confronter ça avec ce que dit effectivement au quotidien la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une interprétation vivante de la Convention, et dans certaines décisions, on peine à retrouver le lien entre ce qu'elle vient nous dire et le texte originel. Ce n'est pas choquant que la Convention européenne des droits de l'homme puisse primer sur la loi. Pourquoi? Parce que cette Convention a été ratifiée. D'accord? Article 55 de la Constitution, les traités internationaux priment sur les lois. Jusque-là, tout va bien. Ce qui est beaucoup plus ennuyeux, c'est que les décisions de la CEDH, qui ne sont absolument pas identiques en termes de portée au texte de la Convention, puissent, elles, primer sur la loi. Vous voyez, c'est le juge législateur, et le juge, encore une fois, qui n'est pas le juge national, mais qui est le juge européen. Donc, inutile de dire que après ces 4 arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, de la légalité formelle, il ne reste quasiment rien en droit pénal. Car la loi, à l'origine source unique du droit pénal, est concurrencée d'une part par le pouvoir exécutif et d'autre part par le juge. À côté du déclin de la légalité formelle, on assiste à un essor de la légalité matérielle. Essor, parallèlement à ça, de la légalité matérielle. Essor de la légalité matérielle sous l'impulsion notamment de la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l'homme autour de l'article 7 de la Convention. Article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est le principe de la légalité criminelle. Cette impulsion européenne, elle a pour résultat, l'instauration d'un grand nombre de niveaux de contrôle de la qualité de la loi pénale. Institution d'un grand nombre de niveaux de contrôle de la qualité de la loi pénale, si bien que l'exigence d'une norme pénale de qualité, claire, précise, accessible, prévisible, est une exigence dont l'effectivité est de mieux en mieux assurée. On va détailler tout ça. Coexistent aujourd'hui dans notre droit 3 niveaux de contrôle de la qualité de la loi pénale. Coexistent aujourd'hui dans notre droit 3 niveaux de contrôle de la qualité de la loi pénale. Je vais les voir non pas dans leur ordre d'importance, mais dans leur ordre d'apparition chronologique. Premier contrôle de qualité de la norme pénale qui soit apparue, c'est un contrôle international, plus précisément européen. Contrôle international, plus précisément européen, effectué par la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme
n'hésite pas à condamner les États dont la norme pénale ne serait pas rédigée en termes suffisamment clairs et précis. C'est ce qu'on a vu dans l'affaire Sunday Times. Vous avez les références de tout ça dans vos polycopiés, hein. C'est ce qu'on a vu dans l'affaire Malone. C'est ce qu'on a vu dans l'affaire Cantoni. Hein, Sunday Times, Malone, Cantoni, ce sont les 3 décisions fondatrices, hein, dont on se souvient comme étant fondatrices de ce contrôle européen de l'exigence de qualité de la norme pénale. À côté du contrôle international, on a deuxième contrôle de qualité de la norme pénale, un contrôle effectué par le juge national. Contrôle effectué par le juge national. Le juge national contrôle lui aussi la qualité de la loi pénale sur le terrain de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, on va remettre les choses en place, hein. Ça c'est très important en termes de fondamentaux. Vous savez, depuis l'arrêt Chambre mixte 24 mai 75, Société des cafés Jacques Vabre, Chambre mixte 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre, le juge judiciaire, dont le juge répressif, se reconnaît compétent pour exercer le contrôle de conventionnalité. C'est-à-dire pour contrôler la conformité des lois aux traités internationaux, dont la Convention européenne des droits de l'homme fait partie. L'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme pose l'exigence d'une norme pénale de qualité. L'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme pose l'exigence d'une norme pénale de qualité. Ainsi, le juge pénal peut, sur le fondement de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, contrôler la qualité d'une loi pénale. Ainsi, le juge pénal peut, sur le fondement de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, contrôler la qualité d'une loi pénale. Si toutefois il constate une inconventionnalité, c'est-à-dire si toutefois il considère qu'une norme pénale n'est pas rédigée en termes suffisamment clairs et précis, le juge pénal n'a bien évidemment pas la possibilité d'abroger la loi en cause, hein, car seul son auteur peut abroger un texte. En revanche, le juge pénal a la possibilité d'écarter le texte en cause du procès en cours. Très longtemps, le juge
pénal n'a pas donné à ce contrôle toute son effectivité. Très longtemps, le juge pénal n'a pas donné à ce contrôle toute son effectivité, certainement car il craignait d'effectuer un contrôle de constitutionnalité déguisé. Vous savez que le juge n'est bien évidemment pas compétent pour contrôler la constitutionnalité des lois. Or, c'est problématique dans la mesure où, dans la Constitution, dans le bloc de constitutionnalité, on retrouve à peu près les mêmes droits que ceux qui sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Et le juge, très prudent sur ce point, s'est refusé très longtemps à écarter l'application d'une loi au motif qu'elle n'aurait pas été rédigée en termes suffisamment clairs et précis, considérant que cette appréciation relevait en réalité de la compétence du Conseil constitutionnel bien davantage que de la compétence du juge lui-même. Donc, depuis 1975, le principe d'un tel contrôle de qualité de la loi pénale était affirmé, mais n'était pas appliqué par le juge pénal. Les choses ont changé en 2001. Deux arrêts très importants des 16 janvier et 20 février 2001, chambre criminelle 16 janvier et 20 février 2001, voilà deux arrêts dans lesquels, pour la première fois, la chambre criminelle écarte l'application d'incrimination pénale au motif qu'elles ne sont pas rédigées en termes suffisamment clairs et précis. C'est donc le juge qui contrôle la loi. C'est donc le juge qui, ici, contrôle la loi. Et enfin, dernier niveau de contrôle, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel. Depuis une décision importante du Conseil constitutionnel, la décision sécurité-liberté des 19 et 20 janvier 1981, depuis la décision sécurité-liberté des 19 et 20 janvier 1981, le Conseil constitutionnel déduit de l'article 8 de la DDHC une exigence de qualité de la norme pénale. Une exigence de qualité de la norme pénale. Norme pénale qui doit être claire, précise, accessible, prévisible. Sauf que, là encore, ce contrôle constitutionnel de la qualité de la norme pénale n'était pas véritablement effectif jusqu'à la consécration de la question prioritaire de constitutionnalité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le contrôle a priori de la loi est
un contrôle mal adapté au contrôle de la qualité de la loi. Parce que tout simplement, les insuffisances, les lacunes, les zones d'ombre d'une loi apparaissent bien souvent à l'épreuve de la pratique. C'est telle affaire, tel fait auquel on n'avait pas songé, qu'on n'avait pas anticipé, qui vont révéler le silence de la loi, son imprécision, son absence de clarté. Et donc le contrôle a priori n'était pas un contrôle satisfaisant du point de vue de l'exigence de qualité de la loi pénale. Et ainsi, on avait très peu de décisions qui venaient censurer une norme pénale de mauvaise qualité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Hein. C'était simplement qu'au moment où c'était déféré au Conseil constitutionnel, on s'en était pas encore aperçu. Les choses ont changé avec la consécration du contrôle a posteriori, mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité. Les choses ont changé avec la consécration du contrôle a posteriori. Depuis qu'a été consacrée dans notre droit la mécanique de la question prioritaire de constitutionnalité, on a assisté à la prise de grandes décisions qui sont venues censurer des lois pénales obscures ou imprécises. Deux, ce qui est beaucoup depuis 2008, Chambre criminelle, 16 septembre 2011, Conseil constitutionnel, excusez-moi, 16 septembre 2011, qui vient censurer la qualification pénale d'inceste, qui avait été introduite dans notre droit par une loi du 8 février 2010, mais qui, selon le Conseil constitutionnel, n'était pas rédigée en termes suffisamment clairs et précis. Et puis surtout, Conseil constitutionnel, 4 mai 2012, qui vient censurer la qualification de harcèlement sexuel, jugeant, là encore, que cette qualification n'est pas rédigée en termes suffisamment clairs et précis. Donc, voyez, 3 niveaux de contrôle de la qualité de la loi pénale, 3 niveaux de contrôle qui coexistent, de telle sorte que aujourd'hui, la qualité de la norme pénale est une exigence effective, qui est sanctionnée, le cas échéant. Donc effectivement, si la légalité formelle décline, la légalité matérielle, elle, se porte mieux qu'elle ne s'est jamais portée. Au terme de tout cela, quelle est la question en termes d'enjeux qui se pose sur cette thématique de la légalité? En termes d'enjeux, la question qui se pose au terme de tout cela, finalement, si on doit la résumer en quelques mots, la question, c'est celle de la persistance de la légalité criminelle. Est-ce que le principe de la légalité criminelle survit malgré les affirmations? Est-ce que le principe de la légalité criminelle persiste? Bien sûr qu'il persiste. Bien sûr qu'il survit. Mais sous une autre forme. D'une légalité initialement à dominante formelle,
On a opéré le passage à une légalité qui est bien davantage aujourd'hui une légalité à dominante matérielle. Donc, oui, la légalité criminelle survit, mais sous une autre forme. Et cette évolution pose de manière plus contemporaine la question, dans notre droit pénal contemporain, de l'émergence d'un gouvernement des juges. Car la légalité matérielle, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout le pouvoir du juge. Est-ce que cette transformation de la légalité criminelle est le signe de l'émergence de ce que l'on désigne couramment par gouvernement des juges? Tous les sujets qui tournent autour de la légalité, de la loi, de la jurisprudence, du juge, de la Cour européenne des droits de l'homme, etc., etc., c'est ça qu'il faut mettre en exergue. C'est autour de ce passage qu'il faut construire avec tous les problèmes que cela peut soulever. Alors, vous verrez, vous avez le corrigé du sujet, la jurisprudence en droit pénal, en vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé ou pas. Ça fait partie des sujets qui sont importants et qui mettent un petit peu ça en lumière. J'en ai terminé avec la légalité criminelle. Je vous annonce juste le titre et puis on fait la pause. Comme ça, vous allez pouvoir aller prendre un café, et moi aussi. On va passer au petit 2, l'élément matériel. Allez, pause. Vous avez une machine à café au petit supermarché qu'il y a juste à côté. La Gibelle.